qu'après 16 semaines de mobilisation, alors que les revendications sont majoritaires dans le pays en termes d'attentes populaires, je pense au référendum d'initiative citoyenne, je pense à la question du partage des richesses, davantage de justice fiscale, que le gouvernement continue de balayer d'un revers de la main en disant circulez, il n'y a rien à voir, vous êtes minoritaire, et même va jusqu'à faire un amalgame entre l'ensemble des manifestants, voire ceux qui peuvent les soutenir, et les violences. Donc je trouve que c'est une situation extrêmement risquée dans laquelle se positionne actuellement le gouvernement. J'ai un peu le sentiment qu'il met de l'huile sur le feu, c'est dommage. C'est dommage parce que la démocratie aurait dû conduire à davantage d'écoute et de dialogue. Je sais qu'on va nous répondre sur qu'il n'écoute pas et qu'il ne dialogue pas depuis le grand débat a commencé. Il n'a pas complètement balayé le RIC, il n'a pas complètement balayé de l'idée d'une réforme fiscale. Est-ce que vous pouvez pas lui accorder le bénéfice du doute sur peut-être l'issue de ce grand débat? Je vous renvoie à la question, si on regarde le grand débat, est-ce que la question du partage des richesses est véritablement posée dans ce grand débat? Est-ce qu'il y a des questions qui portent notamment sur une plus forte fiscalité des plus riches? Est-ce qu'est posée la question du rétablissement d'un impôt de solidarité sur la fortune? Ah oui, regardez, regardez le débat. Ça, ce sont des sujets qui sont largement évoqués dans le débat. Allons ensemble sur le site du grand débat. Je vous mets au défi. Allons ensemble voir les débats sur le terrain, je vous assure. Je vous mets au défi. Et promis, je reviendrai sur cette antenne et je ferai ma plus grande excuse. Est-ce que la question sur le site du grand débat est posée de « Êtes-vous en faveur du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ?» Êtes-vous en faveur d'une plus grande progressivité de l'impôt sur le revenu avec davantage de tranches? Nous proposons 14 tranches. Toutes les questions posées par le programme de la France Insoumise sur le site du grand débat. C'est pas une petite question, la question du partage des richesses et d'une plus grande imposition des plus riches. Vous les posez avec les termes que vous voulez, mais aujourd'hui, le rétablissement de l'ISF n'est pas exclu. Ça, c'est un fait. Ça ne fait pas partie des sujets posés abordés ont été sur la beaucoup question. Plus larges. Et Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a été extrêmement clair et a dit à plusieurs reprises que n'était pas sur la table des discussions le rétablissement de l'ISF. Et là aussi, promis, si jamais vous trouvez une déclaration du chef de l'État dans cette direction, je reviendrai faire mes excuses, mais je crois que je suis assez certaine du sujet. Non, mais la justice fiscale, c'est évoqué justement dans les débats. Il y en a plusieurs qui sont organisés. France Info était notamment à Beauvais. On y est allé, on a vu. Et cette question est au cœur vraiment de plein de préoccupations. Pourquoi c'est évoqué? Parce que c'est au cœur des attentes. Oui. Donc ça, on est d'accord, c'est au cœur des attentes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'espace démocratique pour avoir une issue, puisque ça ne fait pas partie du cadre posé par le grand débat. Si jamais ça faisait partie du cadre posé par le grand débat, et qu'à l'issue, même, il pouvait avoir un vote sur cette question, par exemple, de propositions concrètes en matière de justice fiscale... peut-être y en aura-t-il. Oui, le débat n'est pas terminé. De nouveau, à partir du moment où le débat ouvert ne porte pas sur cette question, je parle du grand débat, allez sur le granddébat.fr, à partir du moment où l'outil en ligne du grand débat, par ailleurs, ne permet pas de hiérarchiser les questions, hiérarchiser les réponses, il y a un site alternatif d'ailleurs par les Gilets jaunes qui a été ouvert, qui permet cela, qui permet de donner des points aux réponses et comme ça de faire remonter les réponses prioritaires. Parce que la question qui se pose à la fin, c'est qui va trancher? Qui va trancher? Est-ce qu'il va y avoir un référendum? Est-ce qu'il va y avoir un référendum, notamment sur ces questions-là, qui ne sont pas présentes dans ce grand débat? Oui, alors la PAC, vous baissez les aides ou vous les maintenez? Parce que dans votre programme, vous dites les aides de la PAC, ça ira aux producteurs bio, aux petites exploitations. Pour les autres, c'est terminé? Non, c'est une réorientation de la PAC. Si vous voulez, aujourd'hui, on a plusieurs drames sur l'agriculture française. On a un drame économique où on a un tiers des agriculteurs et des paysans qui vivent avec moins de 350 € par mois. On a tous les 2 jours un agriculteur qui se suicide. Et donc aujourd'hui, ils vivent dans une misère économique. Et en plus, c'est un drame environnemental avec la PAC, justement, qui est orientée massivement vers l'agro-industrie, qui favorise les grandes exploitations et l'utilisation notamment de pesticides. Nous disons que la PAC, c'est un outil de la puissance publique pour réorienter, accompagner les paysans, les agricultures vers une transition écologique qui sera bon pour eux économiquement et qui sera bon pour la planète et qui sera bon pour ce qu'on aura, nous, dans notre assiette, plutôt qu'avoir de la nourriture au glyphosate, par exemple. Et vous sortez justement du glyphosate et des pesticides, c'est dans votre programme. À quel horizon? Ça, vous ne le précisez pas? Alors, il y a une proposition parlementaire de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale, qui a été discutée à l'Assemblée nationale la semaine dernière par les députés de la France Insoumise et qui proposait tout simplement de mettre en application
application ce qu'avait proposé Emmanuel Macron dans un tweet. Certes, ça n'a pas de mais vous êtes tête de liste aux européennes, donc depuis 2020. Au niveau européen, vous faites comment? Alors d'ici 2020, c'est ce qui avait été proposé aussi dans le cadre d'amendements parlementaires déposés au Parlement européen. Maintenant, la PAC, comme vous le savez, ça va être un des points de tension principaux de la prochaine mandature au début du mandat à partir de mai et juin. Nous allons demander la sortie la plus rapide possible, le temps de faire la transition, puisqu'on a les solutions, mais maintenant il faut accompagner les agriculteurs. Donc, vous 2020, dites un peu comme le... Oui, tout le monde est d'accord sur le fait de sortir je vous rappelle que... C'est 2020 pour vous à l'échelle européenne. Je pense que vous, députée européenne, vous dites 2020, on sort du glyphosate 2020, c'est faisable. L'ensemble de la profession le dit. 2020, c'est demain. C'est demain. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que sauver la planète, ce n'est pas l'enjeu de demain? Oui, mais est-ce que vous pensez que les agriculteurs sont prêts dès demain à se passer du glyphosate? Je pense qu'il faut s'en donner. Bien sûr. Et ils sont d'accord. Au salon d'agriculture, je suis allée visiter un certain nombre de stands. Justement, et un certain nombre d'acteurs de terrain qui disent que eux, c'est possible. Et donc, pour ça, par contre, je vous l'accorde, il faut s'en donner les moyens. Il faut accompagner les agriculteurs. La PAC, c'est près de 10 milliards d'euros par an en France. Et donc, 10 milliards d'euros, c'est une somme dont on peut se servir pour accompagner les agriculteurs. Alors, vous êtes allé discuter avec les agriculteurs. Vous avez visité un certain nombre de stands. J'ai regardé votre compte Twitter. Effectivement, vous avez discuté avec la Confédération paysanne. Vous avez discuté notamment avec l'association Terre de Liens qui promeut une agriculture bio, avec Pour une autre PAC qui rassemble des organisations qui promeuvent l'agriculture bio. Et avec la FNSEA, vous êtes allé discuter? Mes collègues députés de la France Insoumise vous avez moins communiqué dessus. Sont allés avec eux. Ouais. Non, c'est juste parce que à ce moment-là, j'étais plus au salon d'agriculture. Ils y sont restés 2 jours. Non, bien sûr, nous dialoguons avec toutes les parties prenantes. Soyez assurés de cela. Je pense que c'est important de discuter avec l'ensemble des représentants. D'ailleurs, je suis assez attachée au corps intermédiaire et à ce qu'ils peuvent représenter aussi. Donc non, nous dialoguons avec toutes les forces en présence. En revanche, il faut être aussi... on assume de se poser la question de savoir vers quel modèle agricole nous voulons aller. Et nous voulons aller vers un modèle agricole de proximité, paysan, et qui privilégie plutôt l'agriculture biologique, non pas par totem, mais pour préserver la planète. D'ailleurs, on parlait de la PAC, seuls 2% des aides de la PAC sont attribuées à l'agriculture biologique. Donc ça fait partie des questions de réorientation de la politique. Et donc cette agriculture qui est liée à la préservation de l'environnement, on peut aussi en parler en France. Plusieurs députés et quelques ministres disent il faut relancer la taxe carbone et investir tout ce qu'elle rapporte dans la transition énergétique. La taxe carbone, c'est le point de départ de l'éclatement des gilets jaunes. Est-ce que vous êtes d'accord avec le retour de cette taxe carbone complètement investie dans la transition énergétique ? Je pense que ça dénote d'une vision de l'écologie qui n'est pas la nôtre. Ça dénote d'une vision de l'écologie que j'appellerais l'écologie punitive. Ouais. Je vous explique pourquoi. L'écologie punitive, parce qu'on punit les consommateurs qui... utilisent au quotidien, par exemple, leur voiture pour se déplacer. Donc les vignettes critères, par exemple, c'est de l'écologie punitive. C'est de l'écologie punitive s'il n'y a pas les moyens et l'accompagnement nécessaire et indispensable pour permettre notamment aux populations les plus pauvres de faire cette transition-là. Mais et donc nous, c'est pour ça que nous voulons opposer à l'écologie punitive, l'écologie populaire. Oui, mais dans votre programme européen, vous écrivez que vous allez voter une fiscalité carbone et kérosène. Alors, quelle est la différence avec la taxe carbone en France ? 2 choses. La première, c'est que cette taxe carbone, vous l'avez remarqué, ne porte pas notamment sur tous les avions et le kérosène. C'est une taxe carbone uniquement sur vous et moi qui prenons notre voiture pour aller à la ville d'à côté. Par ailleurs, je pense que cette taxe pourrait être mise en place sur le long terme après la mise en place d'alternatives. Si demain, quelqu'un qui gagne 500 €, 550 € au RSA, quelqu'un qui est au SMIC, vous lui augmentez sa taxe carbone au quotidien. Moi, je pense à eux, concrètement, l'impact que ça a dans leur quotidien, c'est plus de dépenses, mais si vous habitez un village à 20 km de votre lieu d'habitation, et ben, concrètement, vous allez continuer à prendre la voiture si vous n'avez pas une alternative, et concrètement, c'est juste de l'argent en moins dans votre portefeuille. Donc la transition écologique ne se fait pas au détriment des plus pauvres, nous voulons le dire, et par ailleurs, on l'oublie souvent, ceux qui polluent le plus, ce sont les grandes entreprises multinationales, ce sont les plus riches. Donc lutter contre le changement climatique, c'est aussi lutter contre les inégalités. Il ne faut pas dissocier les deux. Et je pense que c'est souvent oublié dans les politiques publiques en matière écologique.
Donc vous voulez faire ça contre les entreprises plutôt qu'avec, non? C'est un peu... Mais pourquoi vous êtes toujours... Je sais pas, c'est ce que vous avez dit. C'est contre le changement climatique. D'accord. C'est contre... Aujourd'hui, c'est ça qui nous anime. J'écoute ce que vous dites, c'est pour ça que Non mais vous faites... Excusez-moi, vous faites légèrement une caricature. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la préservation de la planète n'est pas un intérêt supérieur à celle de la défense des profits, notamment des grandes entreprises multinationales? Donc oui, j'assume, pour préserver la planète, il faut taxer le kérosène. Et ça, vous le faites à l'échelle européenne. Mais à l'échelle européenne, les pays ne seront pas d'accord pour cette taxe kérosène. Et dans ce cas-là, personne n'est d'accord et on ne fait rien. Je ne sais pas. Et donc nous, c'est pour ça que nous disons que quand des règles ne sont pas possibles d'être obtenues à l'échelle européenne, eh bien nous le ferons. Et nous le ferons à l'échelle nationale dès que c'est possible, parce qu'aujourd'hui, si on n'a plus de planète dans 50 ans, on pourra avoir toujours de grands discours sur quelle société on veut. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être la première des priorités dans nos politiques publiques, que ce soit à l'échelon européen ou à l'échelon français. Manon Aubry, tête de liste des Insoumis pour les élections européennes. Ça tombe bien, on va en parler des élections européennes avec cette gauche vraiment totalement éclatée, éparpillée façon puzzle. On écoute l'un des candidats de cette gauche très plurielle, c'est Benoît Hamon. Je constate qu'ils sont bon nombre de ces partis de gauche à être obsolètes dans le fait de dire oui, il y a des grandes transitions, il y a le dérèglement climatique, la révolution numérique. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé à leur solution? Rien. Mais il me semble qu'il faut se tourner vers l'avenir. Et de se tourner vers l'avenir, c'est pas vouloir assurer la survie de partis, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on redevient utile. Alors comment la gauche redevient utile? Manon Aubry, est-ce que c'est en étant totalement éclaté avec, je le rappelle, un candidat écologiste déjà déclaré, Benoît Hamon pour Génération, vous pour les Insoumis, les communistes avec Yann Brossard, on attend encore des nouvelles des socialistes, enfin ça va aller jusqu'où? Pour moi, comment on sort de cette situation-là, c'est avec un projet clair et cohérent. Et qui, en effet, je pense que doit y avoir le regroupement le plus large possible, mais sur un projet clair et cohérent. C'est ce que nous avons essayé de faire avec la construction de cette liste. Il y a, par exemple, Emmanuel Morel, qui vient du Parti Socialiste. Il y a Sergio Coronado, qui a été député EELV, à Europe Écologie Les Verts. Il y a des gens comme moi qui n'ont jamais fait de politique avant et qui viennent du secteur associatif. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est le regroupement le plus large possible, mais sur un projet clair et précis. Notamment dans le cadre de notre projet qui est posé sur la table aujourd'hui, puisqu'on est, je le rappelle aussi, les seuls à avoir un programme sur la table. Dans le cadre de ce projet, nous assumons de remettre en cause les traités européens tels qu'ils existent à l'heure actuelle, parce qu'ils empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, parce qu'ils empêchent la transition écologique dont nous parlions, et parce que l'écologie n'est pas un totem et est au cœur de notre projet. Il faut remettre en cause un certain nombre de règles qui existent au niveau européen. Je pense à l'indépendance, par exemple, de la Banque centrale européenne, qui ne permet pas de faire de la création monétaire dans le sens de l'investissement dans la transition énergétique. Je vous ai donné des exemples. Et aujourd'hui, je constate qu'on a un point de désaccord avec les autres forces de gauche là-dessus. Après, je ne désespère pas. Peut-être que dans les mois et années à venir, on va s'accorder sur la nécessité de changer ce cadre européen-là. Mais par exemple, vous avez un programme écologique qui semble être le cœur de votre programme. Pourquoi ne pas vous être rassemblé avec les écolos, Yannick Jadot? Là, ils sont devant vous, ça vous inquiète pas? Dans les sondages, vous êtes assez loin. Il y a notre sondage des échos hier où on est de 1 point devant. Ouais. Bon, peu importe. Mais vous n'émergez pas, en tout cas, en tant que force de gauche, davantage que les écolos. La campagne, si je me permettre, ne fait que commencer. Et d'ailleurs, je suis ravie que vous me posiez des questions sur le fond du programme, parce que, pour être honnête, depuis que je suis entrée en campagne, on m'en pose assez peu, donc c'est très bien. Et pour répondre à pourquoi ne pas être avec Europe Écologie Les Verts, on a des désaccords avec Europe Écologie Les Verts, et quel sens y aurait-il à être sur une même liste alors qu'on a des désaccords? Quel désaccord? Ces désaccords, c'est par exemple sur la taxe carbone. Nous ne pensons pas qu'il faut une écologie punitive, mais plutôt une écologie populaire, qu'il ne faut pas sanctionner aux porte-monnaies les plus pauvres, mais plutôt lutter contre les inégalités et lutter contre le changement climatique ensemble. Nous, je vous parlais de taxe carbone, notre vision de la taxe carbone tout à l'heure, c'est une taxe kilométrique aux portes de l'Union européenne pour éviter de faire venir le lait de Nouvelle-Zélande, comme ça va être prévu demain avec un nouvel accord de libre-échange, alors que du lait est produit ici en France, et éviter de polluer la planète. C'est pareil avec le Canada, le trafic maritime a augmenté de 7% depuis la mise en place d'un nouveau traité de libre-échange avec le Canada. Donc vous revenez sur les traités ? Et revenir sur les traités. Et aujourd'hui, les Verts français ne sont pas en faveur de sortir des traités européens actuels. Par ailleurs, je constate aussi qu'ils ont des désaccords. La marchandise ne circule plus ? C'est-à-dire en dehors des frontières ?
C'est-à-dire qu'aux frontières de l'Union européenne, non, vous mettez une taxe kilométrique. Concrètement, ce que nous voulons faire, c'est ne pas laisser au marché le pouvoir de décider de la transition énergétique. Donc vous reprochez ça et aux du changement écologistes, climatique. C'est un peu, vous êtes dur quand même. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, les écologistes sont prêts à remettre en cause les traités européens qui empêchent un certain nombre de mesures de lutte contre le changement climatique? Non, on va s'accorder bien sûr sur certaines dispositions qui sont votées au Parlement européen. Je ne dis pas que nous sommes en désaccord sur tout. Je dis juste que nous avons un point de désaccord aujourd'hui assez important qui est notre vision de l'Europe. Et parce que nous voulons faire de la lutte contre le changement climatique une réalité concrète, eh bien nous avons ce désaccord sur les traités européens. Donc il y a plus de choses qui vous éloignent que de choses qui vous rassemblent. Je ne sais pas si on peut compter le nombre de points qui nous éloignent du nombre de points. De ce que j'entends, mais oui, nous assumons ce point de désaccord. Là, moi, je constate aussi que malheureusement, Europe Écologie Les Verts s'est éloigné des préoccupations populaires pendant le mouvement des Gilets jaunes, et que c'est important d'entendre aussi ce qu'ont à dire les gens sur le terrain et le peuple partout en France, et que nous ne voulons pas sanctionner au portefeuille. Alors, les Verts habillés pour l'hiver. Oui, allez-y, Valentine. Vous êtes, je dirais, nouvelle en politique, même si votre engagement s'est exprimé autrement dans votre parcours. Les Républicains et le RN, comme donc les Insoumis, ont mis des jeunes comme vous en tête de liste. Alors on peut y voir un signe positif de renouvellement. Si on est plus cynique, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne veulent pas se griller pour 2022 à une élection qui n'intéresse pas grand monde ? Je pense que la démarche, si je peux me permettre pour y répondre, n'est pas forcément comparable entre les Républicains, le Rassemblement national et nous. Déjà parce que s'agissant des Républicains du Rassemblement national, ils sont certes jeunes, et en dehors du fait d'avoir des idées pas forcément jeunes, par exemple quand on remet en cause l'IVG, mais surtout ils ont fait de la politique avant, ce qui n'était pas mon cas. Je pense qu'il y avait la volonté de la part de la France insoumise de prendre les compétences là où elles sont dans le secteur associatif, d'avoir une femme aussi, parce qu'il y a peu de femmes tête de liste, et finalement de prouver que la politique n'était pas réservé qu'à des professionnels. Très bien, merci Manon Aubry d'avoir été invitée, d'avoir été sur France Info, tête de liste des Insoumis pour les élections européennes. Merci.